Sans aucun doute, et de loin le plus important facteur qui explique le succès dans la croissance des entreprises est le facteur humain. Les gens ont le potentiel d'être à la fois une barrière incroyable, voire infernale, ou encore un moteur extrêmement puissant de propulsion de la croissance. Bienvenue à cette deuxième capsule de Gazelle à l'échelle. Ensemble, c'est pas juste une question d'embaucher, signer des contrats, envoyer des chèques de paye, puis fouetter le monde. Faire travailler du monde ensemble, c'est les faire rêver ensemble. Puis faire rêver du monde ensemble, c'est pas facile. Puis c'est fondamentalement humain. Puis ça, je dirais, c'est le critère numéro un. Entendons-nous, une entreprise n'est rien d'autre qu'une grande nébuleuse ou qu'une grande constellation d'êtres humains gravitant autour d'un ensemble de cofondateurs ou d'entrepreneurs. Ces humains, évidemment, regroupent à la fois des employés, des clients, parfois également un conseil d'administration, des investisseurs, des fournisseurs, des gens qui gravitent à la fois à l'intérieur de l'organisation, mais également parfois à l'extérieur, dont notamment la famille des entrepreneurs qui ont souvent, beaucoup plus souvent qu'autrement, un impact majeur sur le succès de la croissance d'une entreprise. Et la première question qui se pose aux entrepreneurs désireux et avides de croissance, c'est à savoir, est-ce que ces gens qui vous ont accompagné durant le premier morceau de l'existence de votre entreprise sont encore les meilleures personnes pour vous accompagner dans la deuxième phase, celle de la croissance? On ne sait pas si l'équipe qu'on a choisie pour l'étape 1 va être la bonne pour l'étape 2. Et il faut se dire que probablement qu'il y a 50 de chances que les gens n'auront pas la capacité de passer de l'étape 1 à l'étape 2 et à l'étape 3. Les effets de ça se font ressentir très rapidement parce qu'il y a une déconnexion qui se fait souvent entre les premiers employés et le management qui commence à monter, le leader qui commence aujourd'hui à se distancier. Et ces gens-là qui ont été à la base du succès, les 30, 40, 50 premiers employés, se sentent délaissés et ne sentent pas qu'ils reçoivent une promotion aussi rapidement, par exemple, que certaines autres personnes dans l'entreprise, alors que les ressources les plus importantes sont probablement dans ces 30 à 40 personnes-là. Il y a beaucoup de gens dans ces personnes-là qui vont dire « Ah, moi aussi, j'aimerais ça devenir un manager » et qui vont atteindre rapidement leur Peter Principle. Et non seulement ça, mais ils vont être malheureux dans leur nouveau rôle. Ça, j'ai vu ça constamment. Et cette même question se pose d'ailleurs à vous, les entrepreneurs, à savoir, êtes-vous encore l'homme ou la femme de la situation? Avez-vous véritablement envie de prendre ce taureau par les cornes? Et un premier test pour répondre à cette question est à savoir si vous êtes encore heureux, heureuse d'aller travailler. Est-ce que votre entreprise est encore une source de joie, d'excitation, de motivation? Ou au contraire, votre entreprise est-elle en train de devenir le théâtre de drama, un drain émotionnel pour vous? Car, on va se dire les vraies affaires, de gérer une entreprise en croissance, surtout en croissance rapide, c'est pas exactement une partie de plaisir. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pire encore, j'oserais comparer ça au défi Montréal-New York auquel j'ai participé il y a quelques années, qui consistait à rallier la ville de Montréal à Manhattan en équipe de 8 personnes qui devions nous passer le bâton ou le relais à chaque 10 à 12 km de course. Le tout 24 heures sur 24 durant 3 jours. Évidemment, au moment de prendre le départ, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Le soleil se couche sur le pont Jacques-Cartier, fermé pour l'occasion, et les sourires abondent partout. Jusqu'à ce qu'on doive courir la nuit à 2-3 heures du matin ou encore à 2 heures de l'après-midi sous un soleil de plomb. Et c'est là qu'on commence à lire dans les visages « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» Des obstacles souvent plus psychologiques que physiologiques, disons-le, mais qui, sans une énorme dose de motivation, fait en sorte que des joueurs sont en proie au décrochage. Soit dit en passant, tout le monde a terminé ce défi de course sur Times Square où nous sommes tous arrivés en même temps, le tout grâce à des motivations exceptionnelles internes à tout le monde, mais surtout grâce à un renforcement d'équipe exceptionnel. Il y a quelques années, j'ai publié chez Transcontinental un livre appelé Le bonheur comme plan d'affaires, dont la thèse est assez simple. Une entreprise, une start-up ou même une grande entreprise peut être une source de bonheur incommensurable pour les entrepreneurs ou ses gestionnaires, dans la mesure où cette entreprise nourrit les gestionnaires, nourrit les entrepreneurs et les fondateurs.
Une thèse dont je demeure absolument convaincu aujourd'hui, mais qui renvoie à la question fondamentale, voulez-vous vraiment faire ça? Pour répondre à cette question, un des outils à privilégier est le plan personnel, qui consiste à établir sur un horizon de 10 à 25 ans quelles sont vos ambitions en matière de relations, d'accomplissement, de rituels qui n'ont rien à voir forcément avec la religion, mais qui peuvent représenter par exemple le fait de perpétuer une tradition de voyage de pêche avec des cousins une fois par année, ainsi qu'en matière de richesse ou d'accumulation de capital. L'idée est d'établir vos ambitions pour les 10 à 25 prochaines années, sur la base desquelles décliner par la suite le chemin qui doit être accompli dans l'année à venir afin de tendre vers cet objectif et cette vision à long terme. Et de ce plan sur un an peuvent être dégagées des actions très concrètes pour le prochain trimestre, à savoir des actions à débuter ou à poursuivre, ou encore des actions à carrément évacuer. Par exemple, certaines relations amicales vous propulsent dans la direction que vous voulez atteindre dans les 2 à 3 prochaines décennies, alors que d'autres relations ont tendance à vous retenir vers l'arrière, vous tirer vers le bas. Dans le premier cas, il s'agirait de relations que vous voulez perpétuer, voire même développer davantage, alors que dans d'autres cas, il s'agit plutôt de relations auxquelles vous pourriez être tenté de mettre un terme plus tôt que tard. Go fuck yourself. Go fuck yourself. Go fuck yourself. Il en va de même pour certains rituels, aussi appelés bonnes ou mauvaises habitudes, qui elles aussi vont à l'encontre ou, au contraire, promouvoir l'atteinte de vos objectifs et de votre vision à long terme. De la même manière que des investissements sont favorables à l'atteinte de certains objectifs financiers à long terme, alors que des dépenses frivoles y concourent un peu moins. Bref, c'est en établissant plus clairement vos propres ambitions et vos aspirations que vous serez en mesure de déterminer dans quelle mesure votre entreprise peut être un vecteur qui vous permette d'atteindre ces objectifs à long terme. Et la question devient alors, est-ce que votre entreprise est un frein ou au contraire un moteur vers l'atteinte de ces objectifs? Et dans le premier cas, s'il s'agit d'un frein, y a-t-il des leviers que vous pouvez actionner afin de corriger certaines situations qui sont pour l'instant moins favorables? Je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper important dans la vie d'un entrepreneur, c'est d'apprendre à se connaître. D'apprendre à se connaître et c'est ce qui te permet de prendre les meilleures décisions. Et ce qui est trippant dans la vie d'un entrepreneur, c'est oui, tu bâtis une entreprise, mais tu te bâtis toi comme personne. C'est très valorisant, c'est très difficile, tu passes par tous les temps, mais en même temps, tu te développes d'une façon extraordinaire comme personne. Et je dirais que la surprise des fois, c'est de réaliser que regarde, j'ai amené l'entreprise jusque-là, puis je suis plus bien. C'est pas ça que je veux faire. Moi, j'aime vraiment les petites startups, j'aime cette flexibilité-là, c'est un environnement que j'aime. Ou, ben moi, je l'ai fait une fois, je le ferai plus jamais parce que c'était pas pour moi, ça. OK? Puis il y en a qui retournent en entreprise, puis c'est bien correct. Il y en a d'autres qui s'essaient aux startups, puis c'est pas leur game. Eux, c'est de gérer des grosses affaires. Il y a des gens qui sont des entrepreneurs, mais ils vont acheter des entreprises déjà matures, etc., parce que des startups, c'est pas pour eux. Fait que ça, il n'y a pas 1000 façons de le savoir. Quelque part, il faut que tu l'essaies un peu puis que tu vois. Dans mon cas à moi, j'ai une certaine aversion à refaire des choses que j'ai faites. Pour moi, le plaisir, il est dans le risque aussi. Alors, je ne passerai pas mon temps à faire un autre 8D technologie exactement comme je l'ai fait parce que ce chemin-là, je le connais. Puis peut-être que je serais beaucoup meilleure puis je m'éviterais beaucoup de pas parce que je l'ai vécu à plein. Mais ça ne serait pas un plaisir. Alors, quand je regardais l'entreprise, mon constat à un moment donné, c'est de dire « Hey, je pourrais doubler, tripler cette entreprise-là. » Parce que souvent, ils disent « Tes entrepreneurs sont bons de 0 à 5 millions ou de 5 à 10. » Ton entrepreneur à 100 millions puis à 2 millions, c'est pas le même. Moi, j'aime pas ça, ce genre de constat-là. Pour moi, mon plaisir, c'est de faire ce que je n'ai pas fait. Si je sens que j'ai une certaine compétence pour monter l'échelle d'après, bien, je vais y aller. Et ça a été ma décision dans le 8D. J'ai la plateforme. Ça fait 17 ans qu'on la développe. Je vais prendre ça, on va la monter à 100 millions, on va la monter à 200 millions. Ça m'excite. Dans tous les cas, nous aborderons dans cette capsule 3 concepts qui vous aideront à faire une différence dans votre organisation en croissance. D'abord, nous parlerons de leadership au-delà de votre propre leadership. Nous parlerons également de l'équipe ainsi que de la fonction de gestionnaire dans votre scale-up. Abordons d'abord la question du leadership, extrêmement crucial pour toute scale-up,
puisque, comme le disait Peter Drucker, le bottleneck est toujours en haut de la bouteille. Un bottleneck qui émerge souvent bien malgré les entrepreneurs, qui sont souvent des hommes orchestres, des femmes orchestres, qui sont habitués à tout faire dans leur organisation, qui ressemble souvent d'ailleurs à une Volkswagen remplie de clowns. On ne sait pas trop comment ça marche, on ne sait pas trop qui fait quoi, mais ça fonctionne, et qui avec le temps commence à ressembler davantage à la Maison des Fous dans les 12 travaux d'Astérix. Tout simplement parce que l'entreprise est devenue trop grosse pour se passer de leadership. Et bien, pour éviter cette Maison des Fous, cette bureaucratie galopante, l'idée est de faire en sorte, rappelez-vous de l'exemple du lymphocyte dans la première capsule, que la cellule ne dépasse jamais une taille optimale, qui est définie par Amazon comme étant ce qui peut être nourri par 2 pizzas larges dans un meeting. Une cellule dite souvent fonctionnelle, qui est encore une fois l'un des premiers splits organisationnels que l'on voit dans les entreprises en croissance. Les fonctions incluent par exemple le marketing, la R&D, la production, la logistique, les finances, la comptabilité bien entendu. L'idée est de faire en sorte de prendre votre P&L, votre état des résultats hautement ventilé et de faire en sorte que chaque ligne corresponde à une personne qui en soit accountable, qui en soit responsable. C'est ce qui permet notamment d'éviter des conflits indus en s'assurant que les rôles et responsabilités de chacun sont extrêmement clairs. Mais cette accountability des fonctions, qui est absolument courante dans la plupart des organisations, est souvent insuffisante, surtout dans les entreprises qui jouissent de taux de croissance phénoménaux, car elle doit être doublée d'un deuxième type d'accountability, celle axée sur les processus. Chaque entreprise compte de 4, 5, 6, souvent jusqu'à 10 processus d'affaires clés et fondamentaux. Par exemple, le processus de vente ou sales to cash en mauvais français. Et ces processus, habituellement, sont interfonctionnels. Pour reprendre l'exemple des ventes, ça commence habituellement par le marketing, qui est responsable de la génération de leads qualifiés. Ça implique évidemment la fonction des ventes. Éventuellement, pour la livraison des produits et des services, ça implique la fonction logistique ou encore de production. Parfois même la fonction de recherche et développement, lorsqu'une certaine customisation ou une certaine adaptation doit être réalisée. La fonction comptable, évidemment, pour ce qui est de la facturation et de la perception des comptes recevables. Bref, c'est un ensemble de joueurs qui est interpellé par ce processus, ce qui fait en sorte qu'il est facile d'imaginer, si personne n'en est responsable, que des balles soient littéralement échappées. Et donc, la meilleure pratique consiste à nommer une personne qui sera accountable de chacun de ces processus clés que vous aurez identifiés dans votre organisation. L'idée est de faire en sorte de nommer une personne qui sera accountable des KPIs, de certains indicateurs clés de performance, ainsi que des objectifs ou des résultats clés qui leur sont associés, et qui sera responsable de rapporter le suivi de ces KPI, ainsi que de la trajectoire vers laquelle se dirige l'entreprise dans l'atteinte de ces objectifs. Et c'est là d'ailleurs une des grandes subtilités dans le terme accountability, qui est largement différent de la responsabilité et certainement de l'autorité, car une personne responsable ou accountable d'un processus n'a pas forcément de pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des fonctions interpellées par un processus. Elle n'est responsable que de rapporter et de monitorer l'atteinte de certains KPI et de certains objectifs, et d'alerter les leaders lorsque certains KPI déraillent notamment. Rappelez-vous d'ailleurs à cet égard les commentaires d'Audrey Larocque dans la première capsule. En croissant, tu vas venir incorporer un nouveau layer qu'on appelle Customer Success. Il y a plein de noms, là, mais souvent ça s'appelle Customer Success. Puis ces gens-là vont être responsables des comptes, puis ils vont être horizontaux. Donc, ils vont avoir un lien avec les clients tout le temps. Puis, fait que là, la personne de Customer Success, elle devient propriétaire d'un compte, puis elle a accès à toutes les fonctions de l'entreprise pour supporter son client. Fait que là, vraiment, à partir de là, c'est comme un gestionnaire de projet, mais à plein temps pour des clients. Puis ces personnes-là sont responsables des recurring revenue. Parlons maintenant d'équipe. Dans une entreprise en forte croissance et particulièrement en situation de pénurie de main-d'œuvre, la tendance est souvent forte à vouloir embaucher les premières personnes disponibles, l'ami de l'ami, le contact interposé, le beau-frère. C'est une excellente question. Je dirais que souvent, et ça m'est arrivé régulièrement, même encore aujourd'hui, de ne pas faire suffisamment de travail pour choisir adéquatement l'équipe. C'est-à-dire qu'on est souvent emporté par un enthousiasme. On a un nouveau projet, on rencontre quelqu'un,
Et les processus aujourd'hui de sélection dans les startups, même dans les entreprises en scale-up, c'est davantage basé sur des rencontres fortuites, quelqu'un qui va se présenter, qui va être référé, mais on ne fait pas un travail de fond comme on devrait le faire. Et j'ai souvent hésité, moi, à travailler avec des chasseurs de tête parce que je ne peux pas faire autrement que réfléchir aux 15 sur le salaire annuel que ces personnes-là, ou 20 ou 25 que ces gens-là vont prendre pour le recrutement d'un cadre ou d'un cadre. C'est rare que dans le cas de partenaire, on va utiliser un chasseur de tête, mais il y a des éléments là-dedans qui sont fondamentaux. Tester le psychométrique, être en mesure de bien comprendre quel genre de personne à qui on fait face. Est-ce que c'est quelqu'un qui va vouloir protéger son turf? On voit beaucoup ça. En fait, c'est pas compliqué. Dès que tu introduis du middle management, tu introduis une politique, de la politique au sens péjoratif du terme. Et rapidement, il va y avoir des chefs qui vont se bâtir, puis la rétention d'informations va être complexe. Alors, à partir du moment où on atteint 50-60, c'est très difficile de s'assurer qu'il n'y a pas cette petite politicaillerie-là qui rentre dans l'organisation et qu'il n'y a pas de rétention d'informations. Alors, pour moi, là, l'élément numéro 1, c'est est-ce que quelqu'un aspire à travailler en équipe, à faire gagner l'équipe, ou ce sont des joueurs individuels? Et aujourd'hui, c'est très clair. Les all-star players, là, les gens qui pensent qu'ils sont capables de tout faire tout seuls, puis il y en a plein, là. Je peux vous donner des exemples un après l'autre de gens qui rentrent et qui, dans leur tête, sont en mesure de faire mieux que le gars qui installe un câble, de la personne qui répond au téléphone, de la personne qui est au compte payable. Quelqu'un là qui souffre du alpha-tout, alsa-tout, OK? Ça, c'est une personne qui est dangereuse. Alors, méfiez-vous. La chose que je dirais aujourd'hui, c'est méfiez-vous des 6 qui ont l'air des 10. Ça, c'est dangereux. Car même si l'adage veut que pour bâtir une entreprise de calibre mondial, il faille avoir en son sein des joueurs de calibre mondial, la plupart des entrepreneurs pensent à tort qu'un joueur de calibre mondial, c'est un vice-président qu'on doit débaucher de chez Google ou de chez Facebook. Mais la réalité est tout autre, car un A-player, comme on dit en latin, n'est rien d'autre qu'un joueur appartenant au top 10% du pool de talents disponible et prêt à accepter votre offre. Donc, si vous n'avez pas les moyens de débaucher un vice-président de Facebook, ce vice-président ne fait pas partie de votre top 10%. Il ne devrait pas être considéré comme un A-player pour votre organisation. Et qu'est-ce que le top 10%, vous demanderez-vous peut-être? Il s'agit tout simplement de celles et de ceux capables de livrer les KPI ainsi que les objectifs clés desquels ils seront accountable ou encore responsables. Souvent parce qu'ils ont une expérience et un track record qui parlent d'eux-mêmes en la matière. Cela dit, en situation normale, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas en pandémie de COVID-19 en train d'enregistrer des cours dans sa cuisine, la main-d'œuvre peut être difficile à aller chercher, ce qui implique de savoir précisément quels sont ces fameux joueurs appartenant à votre 10% de pool disponible et prêt à travailler pour vous. L'idée est d'en établir un portrait robot, un persona comme on le dit souvent en marketing, de telle sorte à savoir où travaillent-ils, quelle expérience ont-ils, de quel genre de diplôme sont-ils titulaires, mais également quel genre de médias est-ce qu'ils consomment, quelles sont leurs activités et où pouvez-vous tenter de les rejoindre de manière créative. C'est ce qu'on appelle la guérilla marketing qui commence à faire des petits dans le domaine du recrutement et de la gestion des ressources humaines. Un bon ami à moi, Steve Couture, ancien président de Frima Studio, qui pendant longtemps a été l'un des plus grands, voire le plus grand studio indépendant de jeux vidéo au Canada et qui a toujours pignon sur rue à Québec, me disait que ses grands concurrents internationaux, les Ubisoft de ce monde pour ne pas les nommer, avaient pour habitude de placer de la publicité gigantesque sur des billboards, sur des panneaux afficheurs, directement dans les fenêtres devant ses bureaux dans la basse ville de Québec. Ce qui fait en sorte que ses propres employés voyaient de manière quotidienne des annonces les exhortant à poser leur candidature chez le concurrent tout juste en face.
Mais au-delà de la tactique, l'idée est de faire valoir également votre why, ce dont nous avons également parlé durant la première capsule. Pourquoi votre entreprise fait-elle ce qu'elle fait? Quelles sont vos valeurs? Fait que ça, j'aime ce mélange-là. Et s'ils viennent chez nous, c'est qu'ils veulent un endroit qui est non traditionnel. Tu sais, on n'est pas une entreprise chemise-cravate, là, on s'entend. Mais on n'est pas non plus l'entreprise ping-pong puis des jujubes pour tout le monde. Là. Tu sais, on s'entend qu'il y a des limites, mais on est extrêmement rapide sur nos patins, si on peut dire, très créatif, puis c'est une vraie business. C'est rare, tu sais, que c'est des belles marches, c'est de l'industrie mélangée à la créativité, mélangée à un moment. Quand c'est de l'alcool, c'est des moments de vie. Fait que c'est un beau mix qui me permet d'attirer quand même des personnes qui ont un sérieux dans leur démarche carriériste super important, mais qui veulent aussi être dans une entreprise humaine, tu sais. Parce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas humaines. Puis ça, je crois que ça va disparaître de plus en plus d'ailleurs. Mais bref, c'est ça. C'est là un facteur de motivation beaucoup plus important que ne l'est le salaire notamment. Donc lorsque vous embauchez, considérant la nature exceptionnellement importante du personnel et des ressources humaines dans la croissance de votre entreprise, prenez le temps de bien faire les choses. Et littéralement à part ça, car la plupart des joueurs de catégorie A apprécient le fait qu'il soit un peu plus difficile d'avoir accès à une job. Ils valorisent grandement le processus d'embauche qui permet d'une part d'être challengés eux-mêmes et de voir ce que l'entreprise qui s'apprête à les embaucher a véritablement dans le ventre. De toute façon, les candidats professionnels, ceux qui passent régulièrement des entrevues, sont capables habituellement de garder une certaine face pendant plusieurs heures, ce qui fait en sorte que pour venir à bout de ce fameux décor et faire en sorte que tombent les masques, eh bien, il faut faire preuve de persévérance dans le processus d'embauche. Et ceux qui ne sont pas naturellement confortables dans un processus d'embauche auront le temps, si vous prenez votre temps, de trouver leur calme et eux aussi de vous montrer leur vraie valeur. Et de toute façon, que sont quelques heures investies dans un processus d'embauche, considérant les centaines, voire les milliers d'heures de maux de tête qu'un mauvais candidat ou une mauvaise embauche pourrait produire dans votre organisation? Mais également, ne tombez pas dans le piège de ne pas savoir ce que vous voulez recruter. Votre top 10% ayant été défini comme étant ceux et celles qui peuvent le plus adéquatement livrer efficacement les KPI ainsi que les objectifs et résultats clés dont ils seront accountable, l'idée est de recruter spécifiquement des gens qui seront aptes à faire ça. Évidemment, les habiletés ou les diplômes sont importantes, sont un excellent proxy même à plusieurs égards, ne sont néanmoins pas suffisantes pour déterminer ce qui fera véritablement un A-player. On peut avoir un MBA d'HEC et être un parfait trou de cul. Non, quand même pas. Mais plus important encore est de savoir à quel point les gens qui ont les habiletés requises seront en mesure de livrer les résultats attendus et à quel point leurs expériences passées s'avèrent garantes de ce que vous recherchez. J'aime bien le classique j'ai travaillé chez L'Oréal ou chez Pricewaterhouse. Tu sais, les grosses boîtes ont 1001 qualités, 1001 défauts, toutes mélangées, mais ça te permet d'avoir une vision, en tout cas de ce que je vois des joueurs qui m'entourent. Moi, ma directrice marketing, travaillé chez L'Oréal pendant 7 ans, elle était responsable de La Roche-Posay, elle a travaillé vraiment là, dans un géant mondial. Mon chef des finances était chez Pricewaterhouse. Il a fait des audits d'entreprises les plus grandes au monde à un peu plus petites. Bon, ils ne prennent pas des toutes petites PME, mais à un peu plus petites. Donc, ils voient comment le gars qui a 50 000 employés travaille puis comment la personne qui en a 200 travaille. Ça m'est arrivé régulièrement de prendre des gens qui travaillaient dans des grandes entreprises, de les amener dans un contexte de start-up et que ces gens-là atteignent leur Peter Principle, alors qu'en théorie, ils sont plus bas en termes de chiffre d'affaires, de complexité. Ce n'est pas vrai du tout. Donc, il faut prendre la bonne personne au bon moment, à la bonne place. Mais plus important encore, les gestionnaires expérimentés d'entreprises en grande croissance vous diront tous et toutes l'importance de l'embauche basée sur des valeurs. Car les valeurs, au-delà de la description des tâches correspondant à un poste, sont un peu comme un système d'opération qui agit un peu en arrière-plan dans l'organisation et qui fait en sorte que, en situation d'incertitude ou d'ambiguïté, les employés prendront systématiquement la bonne décision étant bien entendu basée sur votre système de valeurs et ce que vous voulez vous accomplir et voir votre entreprise accomplir dans les prochaines années.
Écoute, c'est clair que pour nous, le recrutement, c'est stratégique. Donc, c'est une fonction qui a nécessité dès le début qu'on y porte beaucoup attention. Puis, tu vois, comme là, on a 6 ans derrière la cravate, mais les premières années, ça s'est pas très bien passé. Là. On recrutait, parce que quand tu es une jeune entreprise, d'aller chercher du monde qui sont des A-players, mais qui ne te connaissent pas, c'est difficile. Fait qu'on essaie de recruter n'importe qui avait un petit peu de clout ou « Oh mon Dieu, cette personne est connue, on va l'embaucher ». Mais finalement, ce qu'on s'est vite rendu compte, c'est qu'il y a évidemment 2 axes pour considérer un A-player. Tu as évidemment la performance, ce que cette personne livre, mais tu as aussi les valeurs. Puis, le fit des valeurs, tu sais, c'est écrit dans tous les livres, n'importe qui start une business va se faire dire le value fit, c'est important. Puis, je peux juste renforcer cette dimension-là. C'est la chose qui fait en sorte que tu vas avoir une business qui va être fonctionnelle ou pas fonctionnelle. Puis pour nous, je pense qu'on l'a compris assez vite, mais on n'était pas assez rigueur. On disait, oui, c'est important, mais oui, mais cette personne-là, peut-être. Il ne faut jamais faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment focusser sur j'ai-tu un fit de valeur avec cette personne-là. Souvent, on va parler. Quand on parle de culture, on va dire l'entreprise m'offre telle chose ou tu as des vacances illimitées, je peux amener mon chien au bureau, tout ça. C'est une partie de la culture, mais c'est pas ça la culture. La culture, c'est l'interaction que les gens vont avoir dans ton équipe, puis c'est comment ils vont prendre leurs décisions ensemble. Puis s'ils n'ont pas un framework commun de valeurs pour prendre ces décisions-là, ça va aller n'importe où. Puis ce qu'on a réalisé en étant une business qui est 100% remote, d'entrée de jeu, ben ce value fit-là, il faut que ça marche aussi à distance. C'est pas juste ce qui va se passer dans le bureau. Là, il n'y a pas de bureau. Donc, ce qui se passe, c'est comment les gens interagissent. Et s'ils n'ont pas le même fit de valeur, il n'y a pas cette interaction-là, puis ça ne fonctionne pas. Et enfin, dernier point, mais certainement pas le moindre, à quel point est-ce que vos candidats font preuve de volonté, d'un désir, de la niaque, comme disent les Français, de rejoindre et de contribuer à votre why, à votre mission d'organisation? Ce désir d'exceller, d'agir avec courage, persévérance, faire preuve d'innovation, de travail d'équipe, tout ça entre dans la balance et affecte de manière beaucoup plus importante que n'importe quel diplôme la performance d'un employé dans une entreprise en forte croissance. Puis, tu sais, travailler en équipe, tu sais, c'est pas si simple, tu sais, comme on dit, là, tu sais, c'est un gros buzzword, là, teamwork, mais c'est pas si simple que ça. Là aussi, ça prend beaucoup d'humilité. Puis, ça prend de la communication. La règle de base en communication, là, tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Là. De façon générale, là, ces 2 éléments-là, c'est pas toujours présent. Il faut être très humble. L'humilité, là, t'es pas un membre de l'exécutif d'une équipe de gestion ou d'une équipe, là, en gros, là, qui est là pour faire évoluer l'équipe d'abord et avant tout, puis qui n'est pas là pour ses intérêts personnels. Là, bien souvent, là, on touche à des choses qui sont intéressantes, mais c'est très difficile à évaluer en entrevue ou en... Et quand j'ai racheté l'entreprise, j'ai repositionné l'entreprise sur le marché aussi. Je voulais qu'on soit positionné comme une entreprise qui offrait des services événementiels intelligents. C'est-à-dire qu'on arrivait comme un peu une nouvelle solution dans le marché. On arrivait où, pour nous, les événements, c'était pas nécessairement un party, c'était plutôt faire vivre le message du client. On disait au client, vous avez mis de l'argent, du temps, l'investissement, vous devriez être le message même de l'événement. On devrait faire vivre et propulser l'événement. Et l'événement devrait correspondre aux valeurs de l'entreprise aussi. Parce qu'à l'époque, souvent, c'était un party, puis dans le party, il y avait un moment sérieux, puis c'était le moment plat. Nous, on a pris ce moment-là, puis on a fait le cœur et l'émotion de l'événement. C'est toujours difficile de rester les mains sur ton entreprise et les mains sur le volant, d'avoir un regard critique sur l'industrie et l'évolution de l'industrie. Un des moyens que j'ai trouvé, c'est vraiment dans les RH. C'est dans le profil des employés, c'est avoir les employés qui sont curieux et des employés qui sont vraiment, qui trempent dans l'industrie, qui la connaissent bien et qui en sont passionnés. Fait que 2 autres mêmes vont avoir aussi les yeux fixés sur l'évolution de l'industrie. Tu n'es pas le seul à avoir ce fardeau-là. Pour moi, c'est important que l'entreprise et l'équipe doivent penser innovation, créativité. Parlons maintenant du rôle de gestionnaire dans une scale-up. Un rôle extrêmement important car vous aurez beau investir des heures considérables à recruter les meilleurs collaborateurs, encore vous faudra-t-il pouvoir les retenir. Car comme le dit l'adage, vous embauchez sur la base de votre entreprise, de vos valeurs, de votre promesse de marque employeur, mais vous perdrez vos employés à cause de leur patron.
Une fois qu'on a réussi à attirer les personnes qui sont des players dans notre équipe, ben là, il faut les rendre intéressés à ce qu'on fait en les mettant sur des projets qui sont intéressants, en leur donnant des responsabilités, de l'espace, délégué, qu'il y ait tout le maximum de possibilités de s'épanouir dans le fond. Puis c'est d'autant plus vrai que c'est ce qui va faire la culture d'une entreprise. Souvent, quand on est une start-up à 10, 15, 20 personnes, tout le monde a son mot à dire sur à peu près tout. Et les gens sentent que leur input, que les commentaires qu'ils vont faire, que les idées qu'ils vont amener vont être retenus et vont faire avancer l'entreprise. Cet élément-là est l'élément numéro 1 de la motivation des employés. Il n'y a pas d'autre secret. Et donc, le plus grand, moi je le dis souvent, mais ça m'a pris 20 ans de comprendre ça. Le plus grand actif, on le dit de façon très, comment je dirais, on le répète, le plus grand actif dans votre entreprise, ce sont vos ressources humaines. La réalité, c'est qu'on le dit, mais 80% des entreprises n'agissent pas comme ça. Ils n'agissent pas pour être en mesure d'exploiter à son maximum, puis je ne parle pas d'un point de vue péjoratif, là, mais d'être capable de faire ressortir le meilleur des ressources humaines. Le plus grand drame qu'on a au Québec, puis je vais me permettre une petite parenthèse, le plus grand drame qu'on a au Québec, c'est qu'on a 550 000 fonctionnaires. Et que quand on parle à la population générale, les gens ont un sentiment péjoratif envers les fonctionnaires. C'est des gens qui sont pas fiers de dire qu'ils sont fonctionnaires, alors que c'est extrêmement important dans notre société. Le moindrement qu'on choisisse de mettre en place des outils pour les perfectionner, pour les rendre plus vocables, leur permettre de donner des idées, on se rendrait compte que la productivité de l'État québécois pourrait être multipliée de façon très importante. Alors, ça, on le voit, mais on est capable de le comprendre dans 550 000 employés, parce que l'État, c'est comme une espèce de bête qu'on ne contrôle pas. Mais dites-vous une chose, dans une entreprise de 60, il y a exactement les mêmes conséquences. Et lorsqu'on regarde la littérature, on constate qu'il y a essentiellement 5 grands facteurs qui font en sorte que les meilleurs joueurs perdent leur motivation et finissent par quitter le navire. Ce qui nous donne, à l'inverse, 5 bonnes pratiques pour les gestionnaires et leaders d'entreprises en croissance. D'abord, il n'y a pas de recette magique, vous devez payer adéquatement votre personnel. J'ai coécrit avec Alexandre Taillefer un livre sur l'expérience de Théo Taxi qui paraîtra bientôt aux éditions La Presse et qui parle notamment des défis de la paye et du revenu des chauffeurs salariés de l'entreprise et qui est un facteur extrêmement important malgré tout ce qu'on en a dit de positif derrière l'échec de l'entreprise. Mais prenons un exemple un peu plus public, celui des épiceries. Alors que Walmart compte 2,2 millions d'employés générant 524 milliards de dollars américains, son ratio revenu-employé ne se monte qu'à 238 182 dollars américains par employé. Chez Costco, à l'inverse, entreprise plus petite, compte 243 000 employés pour des revenus de 149 milliards de dollars américains, bien entendu plus petit que Walmart. Par contre, avec une performance en termes de revenus par employé largement supérieure, de l'ordre de presque 3 par rapport à Walmart. Et ce qui explique sans doute en partie ce résultat exceptionnel de la part de Costco est le fait qu'alors que chez Walmart, 44% des employés quittent le navire sur une base annuelle, ils ne sont que 6% à faire de même chez Costco, ce qui les rend inexorablement beaucoup plus efficaces à faire leur travail, d'où un ratio revenu par employé largement supérieur. Cela dit évidemment de payer vos troupes convenablement et dans tous les manuels de gestion des ressources humaines, considéré comme étant un facteur d'hygiène, un facteur de base, un facteur pour lequel il existe un niveau optimal, au-delà duquel un ajout salarial n'ajoute pas forcément à la motivation. Par contre, un salaire insuffisant inexorablement se traduira par une motivation sous le par. L'augmentation des salaires, c'est important. Le fait de pouvoir toucher éventuellement de l'argent parce qu'on a un stock option, c'est important. Moi, à travers les années, j'ai compris que, puis ça sera peut-être pas populaire ce que je vais dire là, mais c'est pas tout le monde qui veut des options. Okay? Il y a du monde qui veut un programme dentaire à place. Puis il y a du monde qui veut avoir des passes d'autobus ou des passes de métro. Puis il y en a qui veulent travailler dans un environnement fantastique où tu as des chaises Herman Miller. Ça dépend. Puis moi, à un moment donné, on avait atteint un moment où tu as une compensation de base puis une compensation variable. Puis pour tes gens super ambitieux, ben ils peuvent l'avoir en argent, ils peuvent l'avoir en option, ils peuvent l'avoir de différentes façons, mais au moins la valeur est déterminée.
Puis là, on touche à une autre composante là, de la rémunération variable, comment c'est important, puis comment que c'est relié à ta capacité de déléguer. En tout cas, ça, c'est un autre sujet très complexe. Mais, puis il y a d'autres gens que leur salaire variable, là, ils préfèrent le prendre en assurance, puis ils préfèrent le prendre en café, puis en beau bureau. Il faut être capable, en tant qu'organisation, de s'ajuster à ça. Dans ma dernière business, c'est pas encore très populaire. À l'époque, ça n'existait même pas. On avait développé un modèle de BYOD qu'on appelle Bring Your Own Device. Okay? Ça veut dire que tous les 24 mois, tout dépendant de ton niveau dans le business, tu t'achetais le laptop de ton goût, puis dans 24 mois, il t'appartient. Puis la fondation de ça, c'est bizarre à dire, mais c'est parce qu'à un moment donné, on s'est dit, crime, nos employés travaillent, mettons, 10 heures par jour sur un ordi qu'ils n'aiment même pas, ou sur un ordinateur qui ne correspond pas à leurs besoins, parce qu'on a décidé d'uniformiser en Dell ou en je ne sais pas quoi. Puis les équipes d'IT n'aimeront pas cette idée-là, mais à un moment donné, on a dit au IT, you know what, deal with it. OK? Tu vas avoir 60 différents ordinateurs, puis je veux que tu assures le même niveau de sécurité, puis c'est comme ça que ça marche. Puis, c'est quoi, on l'a fait, puis le niveau de satisfaction, il était vraiment grand, puis c'est devenu une feature que les employés aimaient beaucoup. Mais ça, c'est un petit exemple, mais c'est un exemple. Deuxième facteur, la reconnaissance. Nous en avons également parlé durant la première capsule. Et si vous avez déjà été employé dans votre vie, vous savez à quel point il s'agit d'un facteur crucial. Nous sommes tous des êtres humains, nous apprécions tous avoir une tape dans le dos et pas juste des coups de pied dans le cul. Mais la recherche nous démontre assez clairement l'impact assez majeur de la reconnaissance. Par exemple, chez JetBlue, on a reconnu récemment que pour chaque 10% d'augmentation dans la perception de reconnaissance, l'entreprise voyait 3% de gain en matière de rétention de son personnel et 2% d'augmentation de l'engagement de ses troupes, ce qui est fantastique à l'échelle d'une entreprise de la taille de JetBlue. Et sur une base bien personnelle, on m'a déjà dit un jour qu'il fallait toujours donner au moins 2 compliments à une personne pour chaque commentaire dit constructif, ce qui est un peu l'approche sandwich. Commencez par un compliment, dites la vraie affaire, suivez par la dernière tranche de compliments et vous aurez tout le succès requis en matière de reconnaissance. Et augmentez le ratio à 5 pour 1 dans le cas de votre couple. Le troisième facteur est celui de la clarification, ce qui fait fuir les meilleurs joueurs partout et peu importe leur organisation, et le manque de clarté dans les objectifs et les résultats à atteindre. Lorsqu'une personne doit se demander à tous les jours si il ou elle a passé une bonne ou une mauvaise journée au travail car elle ne sait pas ce qu'elle a accompli, et si ce qu'elle a accompli est en lien avec les objectifs corporatifs, c'est que les choses vont mal. En fait, ce qu'on n'a pas encore, ce qu'on a lorsqu'on se rencontre de manière stratégique sur une base trimestrielle, c'est qu'on va définir nos objectifs du corps. On va dire on veut faire tant de ventes, on veut faire tant d'activités marketing, on veut générer tant d'heures facturables. Puis, c'est des objectifs qui sont quantitatifs, relativement simples à suivre, mais on a des fois des objectifs qui sont plus qualitatifs. Donc, on veut, je sais pas moi, changer notre positioning statement, des choses comme ça que c'est plus difficile à mesurer. Ce qu'on n'a pas réussi à déployer encore chez nous, c'est d'avoir justement le cascading au niveau de chacun des objectifs globaux de l'entreprise. Ça se devient, par exemple, un plus petits objectifs, des sous-objectifs qui vont être ownés par des directeurs qui, eux, vont pouvoir le repartager à l'intérieur de leur équipe. On n'a pas encore cette structure-là de mis en place. Pour l'instant, on a des objectifs corporatifs trimestriels. On les suit. Puis on n'est pas très fort sur l'accountability, de dire qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'a pas fait ce qu'il devait faire pour se rendre au chiffre. Souvent, on va comprendre qu'il y a un contexte qui a fait en sorte que ça n'a pas pu être... C'est un peu dans cette mouvance-là. Mais c'est quelque chose qu'on contemple. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place un peu plus de manière précise, mais on n'est pas tout à fait rendu là. Très facile à dire qu'à faire. Ouais, c'est ça. Donc, première chose, assurez-vous de bien décliner les objectifs corporatifs en objectifs spécifiques à chaque contributeur, à chaque collaborateur, et assurez-vous de remettre à jour l'atteinte de ces objectifs ainsi que les KPIs sur une base extrêmement rapide et régulière. Nous en reparlerons d'ailleurs dans le contexte de l'exécution, dans la 4e capsule. Et sortant un peu plus des idées relativement convenues, le 4e facteur est appelé le de-hassling. C'est que pour qu'un joueur, un A-player, livre toute sa performance, il doit demeurer le plus souvent possible et le plus proche possible de la zone de flow, qui est cette zone où le fit est parfait entre les compétences du joueur en question ainsi que le défi qui lui est proposé. Or, dans toute organisation et pour tous les postes,
il existe toujours certaines tâches qui sont plus ou moins éloignées de cette fameuse zone de flow optimale. Ces tâches sont souvent détestées par les joueurs et qui, si elles sont trop nombreuses, finissent par créer une certaine démotivation. Eh bien, une bonne pratique est de faire en sorte de déterminer quelles sont ces fameuses tâches plus ou moins favorables que détestent les différents professionnels ou les différents joueurs dans votre équipe et de les regrouper afin de les confier à un nouveau joueur. Des individus pour qui ces tâches un peu plates pour le restant de l'équipe s'avéreront pour elles, en fait, un défi fantastique. Et oui, il existe des gens qui adorent remplir des comptes de dépenses. Effectivement, il s'agit d'une dépense additionnelle qui crée de l'overhead additionnel, mais la plupart des gestionnaires d'entreprises en croissance vous diront qu'il s'agit d'un coût bien bas pour permettre d'accélérer beaucoup plus rapidement et d'atteindre plus rapidement également les objectifs de croissance. Spécialement quand on s'approche de 60 puis un peu plus, tu sais, il y a beaucoup de... Là, je m'évade un peu, là, mais il y a beaucoup de monde qui parle de... Il faut tout le temps être des employés exceptionnels, puis du monde avec des talents exceptionnels, puis toute la kit. Des fois, là, tu veux du monde qui punch, OK? Il y a des rôles que tu veux du monde qui punch le matin, qui arrive à 8 heures, puis ils partent à 5 heures, puis ils font une job qui est hyper répétitive, qui n'est pas nécessairement enrichissante intellectuellement, mais il y a des jobs comme ça, puis il faut l'assumer, puis ça veut dire que tu vas ce genre de ressources-là chez vous. Mais, fait que dans ta croissance, il faut que tu comprennes ces rôles-là. Puis ces rôles-là, c'est des rôles là, qui doivent être hyper organisés. Il faut que les processus soient très, très clairs, soient très, très définis. Il faut que les KPI autour de ces rôles-là soient définis, puis soient mesurables, qu'ils soient clairs, qu'ils soient partagés même avec la ressource. Fait que c'est pour ça qu'il y a des cassures dans le sens où à partir de 20, là, roughly, là, il y a la diversité dans ta base d'employés va augmenter, que ce soit en termes de langage, mais aussi de but dans la vie, de désir de s'accomplir. Il va y avoir plein de genres de gens, puis veut pas, il faut que tu accommodes ça. Moi, très tôt dans ma vie, il y a quelqu'un qui m'a expliqué, puis j'ai lu, tu peux pas scaler une business avec des gens extraordinaires. Il faut que tu construises un environnement extraordinaire pour des gens ordinaires. C'est comme ça que tu achieves le scale. Dernier point, il s'agit de la propulsion. On parle ici de développement continu des compétences, un peu comme le dit cette blague du CFO qui demande à son chef « Mais que se passe-t-il si nous investissons dans le développement de nos gens et qu'ils finissent par s'en aller? » Ce à quoi répond le CEO « Mais qu'est-ce qui arrive si on ne le fait pas et qu'ils restent? » Bien entendu, le développement des compétences, la formation continue est largement recherché par les meilleurs joueurs, ces fameux A-players qui recherchent à continuellement parfaire leurs connaissances et leurs habiletés. Chez nous, les employés étaient frontline avec le client aussi. Donc, il faut que la promesse, et lorsque je vais en pitch, je faisais la promesse d'une réussite, mais aussi de l'accompagnement. Parce que ce que l'entreprise vend, ce que toute entreprise vend, dans le fond, je peux te dire, après 20 heures de réflexion, c'est la confiance. Tu sais, on achète la confiance. Que ce soit dans le produit, dans le service, je pense que c'est ce qu'on est prêt à débourser de l'argent. Ce qu'on veut en retour, c'est la confiance que notre investissement va porter fruit. Mais la confiance, ça se passe beaucoup aussi dans la relation avec le client. Les dommages collatéraux d'une relation qui va moins bien avec un client sont plus lourds à gérer que de passer plus de temps à bien former tes employés. Parce que la confiance, dès que tu la perds, c'est extrêmement difficile à retrouver. Disons que mon objectif, c'est que les employés soient des ambassadeurs face aux clients, qu'ils soient capables d'aller chercher la confiance et que mon téléphone sonne le moins souvent. Il s'agit là d'un no-brainer en quelque sorte, mais ce qui est moins évident dans la plupart des organisations, c'est que la propulsion est aussi une question d'émotion. Plus les joueurs se sentiront attachés, partie prenante émotivement dans l'organisation qui est la leur, plus ils seront performants et plus ils seront appelés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Or, cette connexion émotive passe souvent par l'interaction sociale, les fameux parties de bureau. Et moi, j'ai toujours trouvé bizarre qu'on organise des parties pour les employés qui s'en vont, alors qu'on fait très peu de cas des nouveaux employés qui rentrent. Dans certaines organisations, on organise un barbecue d'accueil le midi. Dans certaines plus audacieuses, on va jusqu'à envoyer, dès leur premier jour au travail, les nouveaux employés accompagnés de leur conjoint ou conjointe au spa. Ce qui peut se traduire en advocacy assez solide sur Instagram notamment, et qui dans tous les cas est extrêmement différent du premier jour typique dans une grande entreprise qui consiste à aller voir la direction des ressources humaines,
remplir des formulaires d'assurance et savoir remettre la Bible des processus internes de l'organisation. Rien pour créer une émotion fantastique d'attachement à son nouvel employeur, en tout cas. Quoi qu'il en soit, ces 5 meilleures pratiques doivent être vues comme une autre pyramide, celle de Maslow, selon laquelle il ne sert à rien de tenter de livrer des bénéfices des étages supérieurs si l'on n'a pas déjà assuré la base, la fondation des étages inférieurs. Autrement dit, rien ne sert de payer un psychologue à quelqu'un si on n'y a pas déjà donné à manger. Eh bien, il en va de même de notre côté. D'organiser un party de bureau ou de clarifier des tâches ne vous servira à rien si vous n'avez pas d'abord et avant tout un salaire décent, perçu comme étant correct à offrir à vos employés clés. Bref, in a nutshell, comme on dit en chinois, travaillez d'abord sur votre propre plan personnel. Sans cette première étape, rien ne sert. Ensuite, travaillez le leadership de votre organisation, à la fois quant aux fonctions ainsi qu'aux processus clés de votre organisation. Ensuite, jetez un œil sur vos processus de recrutement et sachez précisément ce que vous voulez embaucher avant de travailler sur la gestion de vos embauches afin de propulser votre équipe constituée de joueurs de calibre mondial en une entreprise de calibre mondial qui fera la joie et la fierté du Québec. Chant du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. C'est tout.